Peu de gens le savent, mais le Mexique fut autrefois une monarchie. Pas seulement une fois, mais 2 fois. 2 empires, 2 histoires tristes, 2 rêves brisés. Entre les ambitions européennes, les guerres internes et la quête incessante d'identité, un projet impérial est né et a péri au cœur de l'Amérique. En 1821, après 11 longues et sanglantes années de guerre, le Mexique se libère enfin de 300 ans de domination espagnole. La nouvelle nation est immense, un territoire qui s'étend de l'Oregon au nord jusqu'au Costa Rica au sud. Mais cette immensité était aussi une terre meurtrie. La guerre avait stoppé l'extraction de l'argent, autrefois le joyau de la couronne espagnole, et laissé les champs agricoles en ruine. 10 millions d'âmes, peuples indigènes, métis, créoles et espagnols, faisaient désormais face à un avenir incertain, libre du plus puissant empire du monde, mais à la dérive dans une mer de problèmes. La question qui taraudait tout le monde était: comment gouverner cette nation naissante? Les idées républicaines, inspirées des États-Unis, résonnaient parmi les anciens rebelles comme Guadalupe Victoria. Ils rêvaient d'un gouvernement par le peuple. Cependant, l'élite conservatrice, le haut clergé et l'armée craignaient l'instabilité qu'une république pourrait engendrer. Pour eux, la solution était une monarchie constitutionnelle, un système qui promettait ordre, stabilité et surtout reconnaissance des puissances européennes. Le plan même qui scella l'indépendance, le plan d'Iguala, visait à inviter un prince espagnol à porter la couronne mexicaine. Mais l'Espagne, fière et rancunière, refusa de reconnaître l'indépendance du Mexique et rejeta l'offre. Le trône était vide. Et qui de mieux pour le remplir que l'architecte de l'indépendance lui-même, le général Agustín de Iturbide. C'était l'homme qui avait uni les armées ennemies sous la bannière de l'armée trigarante. Une nuit de mai 1822, au milieu d'un prétendu plébiscite populaire orchestré par ses soldats, le Congrès, sous pression, le nomma empereur constitutionnel du Mexique. Avec un grand couronnement qui visait à copier la splendeur des cours européennes, le premier empire mexicain est né, et avec lui, l'empereur Agustín Ier. Iturbide, le héros militaire, était désormais sa majesté impériale. Charismatique et audacieux sur le champ de bataille, il se révéla vaniteux et autoritaire au palais. Son manque d'expérience politique devint rapidement évident. Il pensait pouvoir régner par décret, comme un général commandant ses troupes. Mais gouverner une nation divisée n'était pas la même chose que mener une guerre. Les problèmes s'accumulèrent rapidement. Le trésor impérial était complètement vide, sans fonds pour payer l'armée ou les fonctionnaires. Iturbide eut recours à des mesures désespérées, des emprunts forcés et l'impression de papier-monnaie sans valeur, provoquant inflation et mécontentement général. Politiquement, sa plus grande erreur fut de se heurter directement au Congrès, qu'il considérait comme un obstacle à ses désirs. En octobre 1822, dans un acte d'autoritarisme, il dissout le Congrès et arrêta ses opposants. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Celui qui avait uni le Mexique pour l'indépendance le divisa désormais en tant qu'empereur. La réponse fut rapide. D'anciens alliés comme le jeune et ambitieux Antonio López de Santa Anna se rebellèrent. Avec le plan de Casamata, ils exigèrent la restauration du Congrès et déclarèrent l'empereur ennemi de la nation. L'armée, principale source de pouvoir d'Iturbide, l'abandonna. Isolé et sans soutien, en mars 1823, moins d'un an après son couronnement, Agustín Ier abdiqua et partit en exil en Europe. Cependant, en entendant des rumeurs d'invasion espagnole, il décida de revenir en 1824 pour offrir ses services à sa patrie. Il ignorait que le nouveau gouvernement républicain l'avait déclaré traître et ordonné sa mort. Dès son débarquement, il fut arrêté et, sans procès formel, exécuté par un peloton d'exécution. Le rêve impérial qui avait commencé avec la gloire de l'indépendance se termina tragiquement contre un mur d'exécution. La jeune République mexicaine était une cocotte minute. D'un côté,
les libéraux rêvaient d'un gouvernement fédéral et moderne. De l'autre, les conservateurs défendaient un pouvoir centralisé et les traditions de l'ère coloniale. Ce conflit idéologique paralysa le pays. Au cours des 40 années suivantes, le Mexique fut gouverné par plus de 50 administrations différentes. Le fauteuil présidentiel devint un siège éjectable, occupé par des généraux ambitieux, des présidents qui ne duraient que quelques mois, et des dictateurs opportunistes. Des figures comme Antonio López de Santa Anna incarnèrent cette ère de chaos, occupant la présidence 11 fois, au milieu des coups d'État et des contre-coups. Cette instabilité constante transforma la politique en une guerre civile de basse intensité, où chaque changement de gouvernement était une bataille et non une transition pacifique. Le pays saignait de l'intérieur, incapable de construire des institutions solides. Et c'est cette faiblesse qui ouvrit la porte à la plus grande humiliation de son histoire. La blessure la plus profonde ne viendrait pas de ses propres querelles, mais de son voisin du Nord. L'expansion implacable des États-Unis, poussée par la doctrine de la destinée manifeste, trouva une cible facile au Mexique. L'annexion du Texas fut l'étincelle qui alluma la guerre américano-mexicaine. Le conflit fut dévastateur. L'armée américaine entra dans la ville de Mexico, hissant son drapeau au cœur de la nation. Par le traité de Guadalupe Hidalgo, le Mexique fut contraint de céder plus de la moitié de son territoire. Les terres qui sont aujourd'hui la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Une nation qui était née avec l'ambition d'être un empire continental se retrouva soudainement estropiée. Le sentiment était celui d'un deuil national. Le pays était épuisé, humilié et profondément divisé. La République, avec ses promesses de progrès, semblait avoir échoué. Dans ce vide de pouvoir et ce manque d'espoir, une vieille idée commença à prendre de l'ampleur. Peut-être que la solution n'était pas dans une république, mais dans un retour à l'ordre d'un empire. En 1864, le Mexique redevint un empire. L'archiduc autrichien Maximilien de Habsbourg accepta la couronne offerte par les conservateurs mexicains et soutenue par l'empereur français Napoléon III. À ses côtés, la jeune et cultivée princesse belge Carlotta. Un couple européen arrivant triomphalement à Mexico, accueilli par des fêtes, des discours et des espoirs. Ferdinand Maximilien de Habsbourg n'était pas le tyran que ses ennemis dépeignaient. Au contraire, c'était un homme aux idéaux libéraux, un rêveur enthousiasmé par le progrès. À son arrivée, il surprit les conservateurs qui le soutenaient. Au lieu de revenir sur les réformes libérales, il les approfondit. Il abolit les châtiments corporels, restreignit le travail des enfants et annula les dettes des paysans. Il imaginait un Mexique moderne, avec l'éducation et les droits du travail. Mais ses bonnes intentions se heurtèrent à une réalité brutale. Pour la plupart, il était un envahisseur. La légitimité ne venait pas des décrets, mais de la terre et du peuple. Et le peuple avait son chef, Benito Juárez. Depuis son gouvernement en exil, Juárez orchestra une résistance implacable. Dans chaque chaîne de montagnes et chaque village, la République renaissait à travers des embuscades et des sabotages, saignant l'armée française. Avec la fin de la guerre civile américaine, les États-Unis commencèrent ouvertement à soutenir Juárez avec des armes et des ressources, déclarant l'aventure française inacceptable. La pression était immense. Sentant le terrain s'effondrer avec le retrait des troupes françaises, ce fut l'impératrice Carlotta qui prit l'initiative. Plus pragmatique que son mari, elle se lança dans une mission désespérée en Europe. Ce n'était pas un voyage diplomatique, c'était un dernier plaidoyer. À Paris, elle confronta un Napoléon III, froid et inflexible. À Rome, elle implora le pape Pie IX, mais ne trouva que des mots vides. Les portes du pouvoir européen se refermèrent sur elle.
l'Empire fut laissé à son sort. Le poids de l'échec et la terreur de l'isolement étaient trop lourds. La paranoïa la consuma. Toujours en Europe, son esprit se brisa. Carlota ne reviendrait jamais au Mexique. Elle fut emmenée en Belgique, où elle vécut 60 longues années, recluse dans son château. L'ombre de son ancien moi, piégée dans une illusion perpétuelle, conversant avec des fantômes et signant des décrets pour un empire qui n'existait que dans son esprit brisé. Elle était toujours, à ses propres yeux, l'impératrice du Mexique. En 1867, les troupes françaises quittèrent le pays. Maximilien fut laissé seul. Il aurait pu fuir, mais il refusa. Il fut capturé à Querétaro et condamné à mort. Au matin du 19 juin 1867, il fit face au peloton d'exécution, debout, avec dignité, et cria « Vive le Mexique !» Et puis, les coups de feu retentirent. Que restait-il des empires? Un Mexique républicain, mais lourd de souvenirs et de cicatrices. Il avait tenté d'importer un modèle européen, de porter une couronne étrangère, mais avait fini par découvrir que son identité devait venir de l'intérieur. Dans l'imaginaire collectif, les empires restaient à la fois une blessure et une fascination. D'un côté, le souvenir de la trahison. De l'autre, l'image romantique d'un prince qui rêvait d'être mexicain. C'était une nation qui essayait de se vendre comme une puissance moderne. Mais les habitants n'ont pas adhéré à l'idée. Le Mexique a essayé d'être un empire 2 fois. 2 couronnes. 2 échecs. Une même quête. L'identité. La force d'un peuple ne réside pas dans les couronnes, mais dans sa capacité à résister au temps et à la tragédie. Et vous, pensez-vous que le Mexique aurait été différent s'il était resté une monarchie? Si cette histoire vous a surpris, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et partagez. Ici, l'histoire n'est jamais juste le passé. C'est l'avenir qui attend d'être raconté.